Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des Sanghas, une émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet contributif visible sur www.buddhachannel.tv. Le journal des Sanghas, je vous le rappelle, c'est votre actualité en bref, ici et maintenant. Mathieu Ricard, figure emblématique du bouddhisme tibétain, s'est rendu au Grand Palais de Paris ce mois-ci où il a donné une conférence de presse rappelant son engagement auprès de sa sainteté, le Dalai Lama. Nous avons eu la chance d'y être conviés. Voici tout de suite les images de cet événement. Donc tout d'abord l'actualité, donc la venue du Dalai Lama, il y a eu des commentaires divers dans la presse. Donc la motivation principale est le fait qu'il reçoit donc, du maire de Paris le titre de citoyen d'honneur de la maire de Paris. C'est quelque chose qui a été décidé il y a très longtemps. Cette décision a été prise l'an dernier. Il devait la recevoir lors de sa visite au mois d'août 2008, parce qu'il est venu à Paris, à Nantes. Le maire étant absent de France à ce moment-là, ça n'a pas pu se faire. Et donc, il n'y a pas. Et donc, ensuite, ils ont cherché un moment dans l'agenda mutuel de la mairie et du Dalai Lama lui-même, qui voyage beaucoup. Il s'est trouvé que ce voyage en Europe, où il était au Danemark, en Islande et en Hollande aujourd'hui, correspondait bien. Donc, il ne s'agit pas d'une provocation au moment de Tiananmen. Il ne s'agit pas d'une réaction contre, à la suite du gouvernement de l'Élysée. C'est simplement, voilà, ce titre lui a été offert, il vient le recevoir. Et d'ailleurs, le Dalai Lama est la dernière personne qui cherche à provoquer, à embarrasser ses hôtes. Il comprend très bien toutes les difficultés que les différents gouvernements ont à le recevoir, dans la mesure où sa visite déclenche toujours l'insatisfaction et le ressentiment du gouvernement chinois. C'est très difficile d'y échapper. Pour échapper à cette réaction, il devrait simplement se retirer aux Bahamas et ne plus jamais rien dire. À partir du moment où il est quelque part, ça provoque une certaine insatisfaction. Et pourtant, c'est extrêmement malheureux parce que moi qui le connais bien, je me dis, il n'y a pas une personne qui est plus ouverte, encline, désireuse de dialogue. Et le principal message qu'il fait passer aux gouvernants, aux chefs d'État, aux hommes d'affaires, aux hommes politiques, aux prix Nobel qu'il rencontre, c'est lorsque vous rencontrez vos homologues chinois, essayez de leur faire comprendre que je suis totalement sincère dans ma vision des choses, qui est de ne pas revendiquer l'indépendance du Tibet. Il l'a dit 50 000 fois, on ne peut pas le dire plus. Il l'a dit à chaque fois qu'il a ouvert la bouche devant un journaliste. Mais nous cherchons une forme d'autonomie prévue et autorisée par la constitution chinoise qui permettrait la survie de la culture d'identité tibétaine dans toutes les régions où il y a une majorité de population tibétaine. C'est vrai qu'il y a une accentuation très forte du contrôle, de la répression. Ceci dit, ça n'empêche pas toujours l'idée d'un dialogue, c'est le souhait profond du Dalai Lama, et donc tout ce qui pourrait faciliter ce dialogue. C'est pour ça d'ailleurs que demain, après son arrivée, il va rencontrer l'après-midi tout un groupe de Chinois, de la diaspora chinoise. Ce n'est pas pour irriter le gouvernement chinois en rencontrant des dissidents, ce sont tous ceux intellectuels, journalistes, qui veulent bien discuter avec lui. Et partout où il va depuis quelques années, il souhaite rencontrer des citoyens chinois pour justement leur expliquer qu'il les considère comme ses frères et sœurs chinois, qu'il n'a pas la moindre réticence ou animosité vis-à-vis du peuple chinois, mais qu'il a des réserves vis-à-vis du système politique autoritaire. Et donc il veut absolument faire cette différence et manifester sa proximité, sa sympathie vis-à-vis du peuple qui a beaucoup souffert au moment de la révolution culturelle. Donc voilà la situation. Donc il va effectivement recevoir ce titre de citoyen d'honneur de la ville de Paris. Il va aussi faire une conférence publique à Bercy à 14h sur éthique et société. Et là, ça correspond à son souhait profond. Il a dit, j'ai deux choses pour lesquelles je suis volontaire jusqu'à la fin de mes jours, c'est promouvoir les valeurs humaines de façon séculière et laïque, c'est-à-dire la compassion, l'amour altruiste, la notion de responsabilité universelle, d'interdépendance,
de non-violence à l'égard des êtres humains, des animaux et de l'environnement, et en tant que moine bouddhiste, la promotion de l'harmonie entre les religions. Donc la conférence de dimanche s'inscrit dans le cadre de cette éthique laïque, de ces valeurs humaines, et dit la cause du Tibet, finalement, ce n'est pas un choix. Je n'ai pas été volontaire pour ça. Ça m'est tombé dessus en tant que Dalai Lama. Mais si vous voulez, ce qui me tient fondamentalement à cœur en tant qu'individu, c'est cette promotion des valeurs humaines et l'harmonie entre les religions. Donc voilà un peu le but de cette courte visite et un peu son contexte. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aussi, autre que l'inaction politique? Donc on s'est dit il y a quelques années, aller accrocher les drapeaux tibétains dans l'ambassade de Chine, c'est bien gentil. Mais enfin, finalement, ça n'aide pas beaucoup sur place. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? D'où l'idée de développer des projets humanitaires sur l'éducation, la santé, au moins aider ceux qui en ont besoin, modestement, bien sûr. Nous sommes une toute petite ONG. En 1985, j'ai accompagné mon maître spirituel, Diego Khyentse Rinpoche, qui était un des maîtres du Dalai Lama au Tibet. Nous avons visité les provinces du Sichuan, qui est une tibétaine. Je n'avais jamais vu un étranger à cette époque. Il y avait une vallée où il y avait vraiment beaucoup de lèpre. Moi, à l'époque, j'avais aucun moyen, aucun contact. J'étais un petit moine tranquille dans l'Himalaya. J'ai quand même contacté des gens de Médecins sans frontières qui ont essayé de faire approcher le gouvernement chinois à l'époque. On leur a dit il n'y a pas de lèpre du tout. On a déclaré à l'OMS qu'il n'y avait pas de lèpre. Dégagez complètement. Donc, c'était impossible de faire quoi que ce soit. À partir des années 90, l'an 2000, il y a quand même eu une libéralisation relative. Les gens commençaient à bouger, ils pouvaient se déplacer au Sichuan assez facilement. Et donc, on avait la possibilité de faire des projets là-bas, et aussi, bien sûr, au Népal, en Inde, ça, c'est pas de problème. Donc, nous avons développé cette association qui s'appelle Karuna Sechen, qui donc vise à faire des projets dans des régions comme celle-ci, qui sont évidemment très... c'est la haute vallée du Yangtze au Tibet, en région tibétaine du Sichuan. Et puis, donc, dans des régions très isolées comme celle-ci, une vallée, un village de nomades, enfin un centre de monastère avec un centre de nomades, où tous les entourages, ce sont que des nomades. Donc là, pour trouver une clinique, il faut faire souvent 5-6 heures de voiture pour qu'il y ait une voiture qui passe. Il n'y a pas non plus d'école. Les gens ont beaucoup d'hésitation à aller dans les grands hôpitaux à une journée de voiture parce que c'est plutôt à l'époque où les gens étaient traités gratuitement. Maintenant, ça coûte une fortune. Et en plus, comme les médecins ont un intérêt financier à prescrire des choses, ils vont faire 15 examens de sang en une semaine. Et les gens sont ruinés pour simplement savoir qu'ils ont un ulcère à l'estomac. Et si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez mourir à la porte, personne ne vous en mettra à l'hôpital. Donc ça, ils y vont très peu. Donc l'idée de faire des cliniques avait un sens. On travaille aussi dans des régions comme la Katmandou et ses banlieues, où il y a des hôpitaux, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne peuvent pas, qui ne sont pas bien reçus, qui n'ont pas la facilité d'y aller. Ou dans le nord de l'Inde, comme ici au Bihar. Donc nous travaillons dans tout l'est du Tibet, une région qui est grande comme 2 fois la France, au Népal et en Inde. Les personnes que nous essayons d'aider, c'est évidemment de toutes les ethnies, de toutes les religions. Il ne s'agit pas d'aider les populations bouddhistes, mais par exemple au Népal et en Inde, c'est une population hindoue, musulmane. Ce n'est pas du tout un critère, il n'y a aucune discrimination dans nos projets. Ça peut être des enfants comme cette école dans une forêt reculée du Tibet. Ici, une école pour 200 enfants qui étaient tous des nomades, qui sont maintenant nourris, logés et éduqués dans cette école, alors qu'aucun d'entre eux n'allait à l'école. Et le but de cette école primaire, c'est ensuite, comme ces 6 jeunes filles qui viennent de cette école, qui ne savaient ni lire ni écrire et qui maintenant sont dans un collège d'études paramédicales et qui vont revenir dans le village ensuite. Et ces jeunes femmes n'auraient pas eu accès à la moindre éducation si ce n'avait pas été ces écoles primaires chez les nomades. Aussi, bien sûr, des choses un peu plus élaborées, comme ce centre de soins palliatifs au Népal.